Parmi toutes les foutaises qui encombrent notre mémoire, certaines proposent la découverte d'un délire singulier, avec ses clichés et ses artifices, ses poses et ses sacrifices. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les naufrages de la pensée pour regarder Mythologique. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce genre de phrases ne sert à rien tant qu'on ne les a pas vécues à l'envers. À 5 ans environ, je pouvais rester longtemps sans rien faire. Alors que les adultes s'affairaient autour de moi, j'avais cette capacité de demeurer immobile au milieu de la maison. Pas par sagesse, mais par saturation. Je me souviens d'un après-midi de novembre, un de ceux dont on ne sait pas pourquoi il reste. L'ordinateur familial était posé sur une table trop haute. Dans le souvenir que j'en garde, l'écran cathodique, bombé, tremblait légèrement. Je n'avais pas le droit d'y toucher. Alors, je regardais. Le curseur clignotait. Une fenêtre attendait. Rien ne se passait. Et déjà, sans le savoir, j'apprenais quelque chose d'essentiel qui allait plus tard bouleverser ma vie. Le monde peut continuer sans nous répondre. Quelques mois après cet incident existentiel, j'ai découvert un livre. Je me souviens encore de son odeur étrange, mélange de poussière et d'encre, de sa couverture sombre et de son papier jauni. Mais comme je ne savais pas lire, je faisais autre chose. Je suivais les lignes avec mon doigt. Comme on suit une route sur une carte, comme on suit un plan d'évacuation dans un bâtiment qu'on n'a jamais visité. Et à un moment, mon doigt s'est arrêté. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas si c'était un nom. Mais je savais une chose. Ce mot était trop lourd pour la phrase. Il dépassait. Moby Dick. À cet âge-là, on ne comprend pas encore les histoires. On comprend les masses, les formes et des équilibres horrifiques. Les nuits qui suivirent cette découverte, j'ai rêvé. Pas un rêve avec un début et une fin, pas de scénario, juste des espaces, des bibliothèques sans murs, des couloirs qui se repliaient sur eux-mêmes, des escaliers qui montaient sans mener nulle part. Et parfois, au milieu de tout cela, il y avait une masse blanche. Pas une forme nette, pas vraiment un animal, quelque chose d'immense, de silencieux, d'impossible à saisir. Et dans le rêve, je savais une chose. Si je comprenais ce que c'était, ça disparaîtrait. Alors je détournais le regard. Beaucoup plus tard, j'ai compris que ce réflexe ne m'avait jamais quitté. Nous disons que nous voulons comprendre. Mais ce que nous cherchons en réalité, c'est à finir quelque chose, mettre un cadre, un titre, un contour. Comprendre trop vite, c'est souvent refermer trop tôt. Nous avons transformé la compréhension en opération de nettoyage. On simplifie, on résume, on capture. Et ce qui résiste nous met mal à l'aise. C'est pour ça que certaines œuvres nous obsèdent, non pas parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles refusent de se laisser réduire. Prenez les architectures infinies. Elles fascinent immédiatement. Villes sans fin. Escaliers éternels, bibliothèques totales, structures qui promettent l'infini, dans un cadre parfaitement maîtrisé. Elles rassurent aussi, parce qu'on peut les montrer, les dessiner, les cadrer. Et c'est là leur paradoxe. Une architecture qu'on peut représenter n'est jamais vraiment infinie. Elle est simplement saturée. Mais cette contradiction, beaucoup préfèrent ne pas la voir. Certains s'y accrochent, ils empilent les niveaux, ajoutent des étages, des variantes, des systèmes dans les systèmes, jusqu'à ce que le vertige remplace la pensée. Et quand le vertige disparaît, il ne reste souvent qu'un décor. C'est exactement ce qui est arrivé à Elias Worm. Worm a passé toute sa vie à peindre la même chose.
Pas la même scène, la même présence, une forme claire, toujours trop grande pour la toile, toujours incomplète. Ces carnets parlent peu, quelques phrases répétées, toujours les mêmes mots, dans un ordre différent. Ce n'est pas la baleine, c'est ce qui empêche de la voir. Worm n'a jamais terminé une série, il recommençait, toujours. Certains critiques ont parlé d'obsession, d'autres d'échec. Mais peut-être faisait-il autre chose, peut-être refusait-il simplement de comprendre trop vite, car comprendre parfois c'est perdre quelque chose. L'œuvre d'Elias Worm est pour le moins rachitique, on peut en dire qu'on la connaît. Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est ce qui se passait hors de l'atelier. Les archives deviennent soudain lacunaires. Les témoignages se contredisent. Les dates cessent de coïncider. Plusieurs proches évoquent un retrait progressif, une fascination croissante pour des textes ésotériques, des cercles de lecture fermés, parfois décrits trop vite comme des groupes spirituels. Aucune preuve formelle, seulement des correspondances, des symboles récurrents, et cette impression persistante que l'œuvre n'était qu'un versant d'un engagement plus vaste. À partir de cette période, les séries se fragmentent vraiment. Elles s'arrêtent littéralement sans conclusion, comme si la finalité n'était plus esthétique, mais rituelle. Certains critiques parlent d'abandon, d'autres d'ascèse. Rien ne permet d'affirmer qu'Elias Worm ait appartenu à un culte. Rien ne permet non plus de l'exclure totalement. Ce que l'on sait, c'est que ses œuvres s'interrompent toujours au seuil de quelque chose, et que sa vie, elle, semble s'être poursuivie ailleurs. Mais il faut faire attention à ne pas réduire un mystère à une métaphore, une nausée à un vertige passager. La baleine blanche n'est pas un symbole. Elle devient un symbole le jour où l'on cesse de la regarder. Elle devient un objet culturel, inoffensif, le moment exact où elle est comprise. C'est pour ça que certaines œuvres nous déçoivent avec le temps. Pas parce qu'elles changent, parce que nous avons cru les épuiser. Nous confondons souvent la clarté avec la profondeur, et l'obscurité avec le vide. Mais ce qui résiste à la compréhension immédiate n'est pas forcément creux, c'est parfois simplement plus lent. Alors peut-être que le problème n'est pas ce que nous ne comprenons pas, mais ce que nous comprenons trop vite. La prochaine fois qu'une œuvre vous échappe, ne forcez pas. Ne cherchez pas le sens, ne cherchez pas la clé. Laissez-la vous regarder, parce que certaines choses ne demandent pas à être comprises, elles demandent à rester. Restez curieux, on se retrouve très vite dans les confins.